Pendant plus d'un siècle, un petit groupe de dynasties industrielles et financières américaines a systématiquement profité de chaque guerre majeure des États-Unis, peu importe son issue. DuPont, Rockefeller, Morgan, Lockheed Martin, Halliburton. Ces noms ne sont pas juste des entreprises. Ce sont des empires construits sur le sang, des fortunes bâties sur les contrats de guerre, des dynasties qui ont transformé chaque conflit américain en machine à cash. Et voici ce que personne ne vous dit. Ils n'ont pas juste profité des guerres, ils les ont façonnées, ils ont influencé les politiques, ils ont poussé pour les interventions. Parce que pour eux, la guerre n'est pas une tragédie, c'est un modèle économique, le plus fiable, le plus rentable, le plus protégé de l'histoire américaine. 100 ans de guerre, des trillions de dollars de dépenses, et les mêmes familles qui s'enrichissent à chaque fois. Voici comment elles l'ont fait. Voici pourquoi ça continue. Et voici pourquoi vous payez la facture. Avant de plonger dans les 5 dynasties, vous devez comprendre le schéma. Parce que ce n'est pas 5 histoires différentes. C'est une seule stratégie répétée 5 fois par des industries différentes. Un manuel pour transformer la guerre en richesse générationnelle. Et une fois que vous voyez le schéma, vous le reconnaissez partout. Le schéma a 6 étapes. 6 étapes que chaque dynastie de la guerre a suivies pour extraire des milliards des contribuables américains. Étape 1, le positionnement avant le conflit. Vous ne pouvez pas profiter d'une guerre si vous n'êtes pas déjà positionné quand elle commence. Alors ces entreprises s'assurent de contrôler les fournitures ou services essentiels pendant la paix. Explosifs, pétrole, finances, armes, logistique, tout ce dont une armée a besoin pour fonctionner. Vous contrôlez ça avant que les tirs commencent. Étape 2, sécuriser les premiers contrats sans appel d'offres compétitifs. Quand la guerre éclate, il y a une urgence de sécurité nationale. Pas le temps pour des appels d'offres normaux, pas le temps pour la concurrence. Le gouvernement va vers les fournisseurs qu'il connaît déjà, les entreprises qui sont déjà positionnées. Et il leur donne des contrats massifs sans compétition, justifiés par l'urgence, garantis par le patriotisme. Étape 3, la tarification cost-plus. C'est le génie. Vous ne facturez pas un prix fixe. Vous facturez vos coûts plus une marge de profit garantie. 10%, 15%, parfois 20% au-dessus de vos coûts réels. Peu importe combien ça coûte vraiment, peu importe à quel point vous êtes inefficace. Vous êtes payé pour vos coûts plus profits. Alors devinez quoi ? Vos coûts montent. Pourquoi être efficace quand l'inefficacité vous paie plus ? Étape 4, l'escalade budgétaire. Vous sous-estimez initialement pour obtenir le contrat. Vous promettez que ça coûtera 1 milliard. Puis une fois que le projet est en cours, une fois que l'armée dépend de vous, vous dites que ça coûtera en fait 3 milliards. Qu'est-ce que le gouvernement va faire ? Annuler ? Impossible. Politiquement impossible. Militairement impossible. Ils sont coincés. Alors ils perdent. Encore et encore. Étape 5, la capture réglementaire. Vous embauchez d'anciens généraux, d'anciens responsables de la défense, d'anciens régulateurs. Les gens qui supervisaient vos contrats deviennent vos vice-présidents. Les gens qui négociaient contre vous deviennent vos consultants. Et soudainement, les régulations sont écrites pour vous favoriser. Les contrats sont structurés pour vous protéger. Les audits trouvent des problèmes, mais rien ne se passe, parce que les auditeurs travailleront pour vous dans 5 ans. Étape 6, le lobbying pour un conflit soutenu. Vous dépensez massivement en contributions politiques. En lobbying, vous financez des think tanks qui publient des rapports sur pourquoi l'Amérique a besoin de plus d'interventions militaires, pourquoi nous devons rester en Afghanistan, pourquoi nous devons bombarder la Syrie, pourquoi nous avons besoin de plus de porte-avions. Ces think tanks semblent être des institutions de recherche indépendantes. Ils sont financés par des contractants de défense. C'est de la propagande déguisée en expertise. 6 étapes. Positionnement, contrat sans appel d'offres, tarification cost-plus, escalade budgétaire, capture réglementaire, lobbying pour plus de guerre. C'est le schéma. Et il a été exécuté à la perfection par 5 dynasties pendant plus d'un siècle. Regardons comment chacune l'a fait. Première dynastie, DuPont, l'empire des explosifs et des produits chimiques. L'histoire de DuPont commence en 1802 quand Eleuthère Irénée DuPont établit une usine de poudre à canon au Delaware. Timing parfait. L'Amérique était une jeune nation qui avait constamment besoin de poudre à canon. Pour l'armée, pour l'expansion vers l'ouest, pour les conflits avec les Amérindiens, pour les guerres avec les Britanniques et les Mexicains. DuPont a fourni de la poudre à canon pendant la guerre de 1812, pendant la guerre américano-mexicaine. Mais c'est pendant la guerre de sécession que DuPont est devenu une puissance. Les deux côtés avaient besoin de poudre. DuPont a fourni l'Union, des millions de livres de poudre à canon, des contrats massifs du gouvernement, des profits qui ont transformé une entreprise régionale en géant national. Après la guerre, DuPont a réinvesti ses profits. Ils ont diversifié dans les dynamites, les explosifs pour les mines, les explosifs pour la construction, puis dans les produits chimiques industriels.
Mais la vraie richesse est revenue à chaque guerre. Première guerre mondiale. DuPont a fourni 40% des explosifs utilisés par les Alliés. 40%. Des milliards de livres de poudre à canon, de TNT, de nitrocellulose. Les profits étaient tellement massifs que DuPont est devenu l'une des plus grandes corporations d'Amérique presque du jour au lendemain. Ces profits de guerre ont financé l'expansion de DuPont dans les plastiques, les textiles synthétiques comme le nylon, les produits chimiques agricoles. La Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, DuPont était le principal fournisseur d'explosifs. Mais cette fois, ils ont aussi fourni des matériaux pour le projet Manhattan, la bombe atomique. DuPont a construit et exploité les installations de production de plutonium à Hanford, Washington, un contrat de 350 millions de dollars, énorme pour l'époque. Guerre de Corée, Vietnam, toutes les guerres suivantes. DuPont fournissait des produits chimiques, des explosifs, des matériaux. Chaque guerre générait des cash flows massifs. Ces cash flows étaient réinvestis dans des industries civiles. Alors quand la guerre se terminait, DuPont vendait des peintures, des plastiques, des textiles, des produits agricoles. L'empire de temps de paix construit avec l'argent de la guerre. Et voici le génie du modèle DuPont. Les explosifs et les produits chimiques sont indispensables. Vous ne pouvez pas faire la guerre sans eux. Alors DuPont s'est assuré qu'ils étaient le fournisseur dominant avant chaque guerre. Et quand la guerre arrivait, le gouvernement n'avait pas le choix. Contrat d'urgence. Tarification coste plus. Pas de compétition sérieuse. DuPont nommait essentiellement son prix. Les audits après la Première Guerre mondiale ont révélé que DuPont avait fait des profits de 237 millions de dollars sur des ventes de guerre de 1 milliard. Un taux de profit de 23%. En temps de guerre, pendant que des soldats mouraient, DuPont faisait 23% de marge. Et rien ne s'est passé. Pas de poursuite, pas de confiscation des profits. Parce que DuPont était considéré comme essentiel à la sécurité nationale, la famille DuPont est devenue l'une des plus riches d'Amérique. À un moment dans les années 1930, il contrôlait General Motors, avait des parts massives dans des douzaines d'autres corporations. Tout construit sur les profits de guerre, transformés en pouvoir de temps de paix. La dynastie DuPont. Première étape du schéma parfaitement exécuté. Deuxième dynastie, Rockefeller, l'empire du pétrole. John D. Rockefeller a construit Standard Oil pendant la guerre de sécession. Il a commencé petit, mais il a compris quelque chose de crucial. Les guerres modernes fonctionnent au pétrole. Kérosène pour les lampes, lubrifiant pour les machines, plus tard essence pour les véhicules, carburant pour les avions et les navires. Pendant la guerre de sécession, Rockefeller a fourni du kérosène à l'armée de l'Union. Pas des quantités massives encore, mais assez pour établir des relations. Après la guerre, il a consolidé l'industrie pétrolière en utilisant exactement le manuel que nous avons couvert dans le script Rockefeller. En 1900, Standard Oil contrôlait 90% du raffinage américain. Puis vint la Première Guerre mondiale. Et soudainement, le pétrole n'était pas juste important, il était absolument critique. Les navires de guerre fonctionnaient au mazout. Les camions, les chars, les avions avaient besoin d'essence. Sans pétrole, les armées ne pouvaient pas bouger. Standard Oil et ses successeurs, après la dissolution de 1911, ont fourni des quantités massives de carburant aux Alliés. Mais voici la partie sombre. Les intérêts Rockefeller ont aussi fourni du pétrole à l'Allemagne. Pas directement, ça aurait été trop évident, mais à travers des filiales internationales, à travers des accords de licence, à travers des intermédiaires. Standard Oil avait des accords avec E.J. Farben, le conglomérat chimique allemand, qui a plus tard fabriqué le Zyklon B pour les chambres à gaz nazis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des enquêtes du Congrès ont révélé que Standard Oil of New Jersey avait partagé des technologies avec les Allemands, avait vendu du carburant d'aviation à travers des pays neutres, avait maintenu des partenariats qui aidaient la machine de guerre nazie. Pourquoi ? Parce que le profit n'avait pas de nationalité. Les intérêts Rockefeller fournissaient les deux côtés. Les Alliés payaient en dollars. Les Allemands payaient en Reichsmarks et en or. Tout le monde payait Rockefeller. Après les guerres, les entreprises pétrolières Rockefeller, maintenant fragmentées en Exxon, Mobil, Chevron et d'autres, contrôlaient le pétrole mondial. Le plan Marshall pour reconstruire l'Europe, financé par les contribuables américains. Et qui a fourni le pétrole pour reconstruire les entreprises Rockefeller ? Payé avec de l'argent du plan Marshall. C'est brillant. Le gouvernement américain taxe les citoyens, envoie l'argent en Europe, et l'Europe l'utilise pour acheter du pétrole à Rockefeller. Les contribuables paient, Rockefeller collecte. Guerre de Corée, Vietnam, les guerres du Golfe, Afghanistan, Irak. Chaque conflit consommait des quantités massives de carburant. Et les descendants de Standard Oil fournissaient. Les contrats militaires pour le carburant se chiffrent en dizaines de milliards par an. Garantie. Coste plus. Aucune compétition réelle parce que l'infrastructure est contrôlée par quelques entreprises géantes. La famille Rockefeller est devenue la plus riche de l'histoire américaine.
Pas juste à cause du pétrole civil, à cause du pétrole militaire, parce qu'ils contrôlaient la ressource la plus critique de la guerre moderne. Et ils se sont assurés que chaque guerre rendait cette ressource plus précieuse et leur contrôle plus total. Troisième dynastie, Morgan. L'empire de la finance de guerre. J.P. Morgan n'a pas fabriqué d'explosifs ou pompé du pétrole. Il a fait quelque chose de plus intelligent. Il a financé les guerres, il a prêté l'argent, il a arrangé les obligations, il a géré les paiements d'approvisionnement, et il a collecté des intérêts, des frais et un effet de levier financier sur chaque transaction. Le modèle a commencé pendant la guerre de sécession. La banque Morgan a arrangé des prêts pour l'Union. Après la guerre, J.P. Morgan a consolidé les chemins de fer, l'acier, l'électricité. Il est devenu le banquier le plus puissant d'Amérique. Mais c'est pendant la Première Guerre mondiale que le modèle de financement de guerre a atteint son apogée. Quand la guerre a commencé en 1914, l'Amérique était officiellement neutre. Mais J.P. Morgan & Co. est devenu l'agent d'achat des Alliés en Amérique. La Grande-Bretagne et la France avaient besoin de fournitures, de munitions, de nourriture, de matériel, de tout. Ils ne pouvaient pas acheter directement, c'était trop compliqué. Alors Morgan a arrangé tout. Il a négocié les contrats, il a organisé la production, il a géré la logistique, et il a pris une commission sur chaque transaction. Mais plus important, Morgan a prêté aux Alliés des milliards de dollars. En 1917, quand l'Amérique est entrée dans la guerre, les banques Morgan avaient tellement d'expositions aux prêts alliés que si les Alliés perdaient, le système bancaire américain s'effondrait. J.P. Morgan Jr. a dit plus tard que la neutralité américaine était devenue économiquement impossible. Si l'Allemagne gagnait, les Alliés faisaient défaut et Morgan perdait tout. Alors Morgan a fait pression pour l'entrée américaine dans la guerre, pas officiellement, pas publiquement, mais à travers des canaux d'influence, à travers des contributions politiques, à travers des médias qu'il contrôlait ou influençait. Et quand l'Amérique est entrée, Morgan a financé l'effort de guerre américain aussi. Plus de prêts, plus d'obligations, plus de frais, plus d'intérêts. Après la guerre, les Alliés devaient à l'Amérique environ 10 milliards de dollars. Les banques Morgan contrôlaient une grande partie de cette dette. Pendant les années 1920 et 1930, Morgan a collecté des paiements d'intérêt. Quand l'Allemagne a dû payer des réparations, Morgan a arrangé ses financements aussi. Prêté à l'Allemagne pour qu'elle puisse payer la France et la Grande-Bretagne pour qu'elle puisse rembourser l'Amérique. Morgan collectait des frais à chaque étape. La Seconde Guerre mondiale. Même modèle. Morgan a financé la production de défense américaine, arrangé les obligations de guerre, géré les prêts Lend-Lease. Chaque milliard que le gouvernement américain empruntait, Morgan prenait une coupe. Chaque transaction de défense, Morgan collectait des frais. Après la guerre, le plan Marshall. 16 milliards de dollars pour reconstruire l'Europe. Devinez qui a arrangé les financements? Les banques Morgan. Devinez qui a géré les flux de paiement? Morgan. À chaque guerre, à chaque reconstruction, Morgan était le banquier, collectant des intérêts, collectant des frais, accumulant un pouvoir financier qui s'étendait au-delà de n'importe quelle institution unique. Aujourd'hui, J.P. Morgan Chase est la plus grande banque américaine. Partiellement construite sur un siècle de financement de guerre, la dynastie Morgan a transformé le sang en intérêts composés. Et contrairement aux soldats, les intérêts ne meurent jamais. Ils s'accumulent pour toujours. Quatrième dynastie, Lockheed Martin et les contractants de défense, l'empire des armes. Les prédécesseurs de Lockheed Martin ont émergé pendant les guerres mondiales. Lockheed, Martin Marietta, Boeing, Northrop, Grumman. Toutes ont commencé comme de petits fabricants d'avions. Puis les guerres mondiales sont arrivées, et soudainement le gouvernement avait besoin de dizaines de milliers d'avions. Les contrats ont explosé. Ces entreprises ont fourni des bombardiers, des chasseurs, des avions de transport. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la production d'avions américaine était la plus grande industrie du pays. Des dizaines de milliards de dollars. Tout financé par le gouvernement. Tarification cost plus, garantie de profit. Après la guerre, la plupart des industries de guerre se sont contractées. Mais pas les avions, parce que la guerre froide a commencé immédiatement. L'Union soviétique était la nouvelle menace. L'Amérique avait besoin d'une armée de l'air permanente, de bombardiers stratégiques, de chasseurs, de missiles. Les contractants de défense sont devenus permanents. Lockheed a obtenu le contrat pour le U-2, l'avion espion, pour le SR-71 Blackbird, pour le chasseur F-104 Starfighter, Martin Marietta pour les missiles Titan, les systèmes Patriot, Boeing pour les bombardiers B-52. Chaque programme coûtait des milliards, et chaque programme dépassait le budget, massivement. Voici comment ça fonctionnait. Lockheed soumissionnait pour un contrat d'avion de chasse. Ils estimaient que ça coûterait 50 millions par avion. Le gouvernement approuvait. Puis, pendant le développement, Lockheed découvrait des problèmes techniques. Le coût montait à 80 millions, puis 100 millions.
puis 120 millions. À chaque augmentation, Lockheed retournait au gouvernement. Et le gouvernement payait. Pourquoi le gouvernement continuait à payer ? Parce qu'annuler le programme signifiait admettre que des milliards avaient déjà été gaspillés. Signifiait que l'armée de l'air n'obtiendrait pas son nouvel avion. Signifiait donner un avantage aux soviétiques. Politiquement impossible. Militairement inacceptable. Alors le gouvernement payait toujours. Le F-35 Joint Strike Fighter est l'exemple parfait. Commencé dans les années 1990, estimé à environ 200 milliards de dollars au total. Maintenant, le coût total dépasse 1,7 trillion. 1 trillion 700 milliards de dollars. C'est le programme d'armes le plus cher de l'histoire. Chaque avion coûte environ 80 millions, mais le coût total incluant le développement, la maintenance, les mises à niveau est astronomique. Et Lockheed Martin est payé pour tout. Garantie. Coste plus. Les dépassements de budget ne sont pas des bugs, ce sont des fonctionnalités. Parce que plus le projet coûte cher, plus Lockheed gagne. Ils sous-estiment pour obtenir le contrat. Puis, ils augmentent les coûts une fois que l'annulation est impossible, et le gouvernement paie parce qu'il n'a pas le choix. Et voici la capture réglementaire. Des centaines de généraux à la retraite travaillent pour Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman. Les gens qui décidaient quelles armes acheter travaillant maintenant pour les entreprises qui les vendent. Les responsables du Pentagone passent au secteur privé et gagnent des millions. Puis, ils font du lobbying auprès de leurs anciens collègues pour acheter plus d'armes. Lockheed Martin dépense 13 millions de dollars par an en lobbying. Boeing, 15 millions. Northrop, 12 millions. Ils financent des think tanks comme l'Institut pour les études de défense, le Centre pour une nouvelle sécurité américaine. Ces think tanks publient des rapports sur pourquoi l'Amérique a besoin de plus d'avions de chasse, plus de missiles, plus de drones, et les médias citent ces rapports comme une analyse indépendante. Ce n'est pas indépendant. C'est de la propagande sponsorisée par les contractants de défense. Guerre de Corée, Vietnam, guerre froide, guerre du Golfe, Afghanistan, Irak. Chaque conflit a justifié plus d'achats d'armes, plus de programmes, plus de contrats. Lockheed Martin fait maintenant 60 milliards de dollars de revenus annuels. 60 milliards. Presque tout du gouvernement américain. C'est une machine à cash alimentée par une guerre permanente et la menace de guerre. La dynastie Lockheed Martin. Pas une famille unique, mais un réseau d'actionnaires, d'exécutifs, de généraux à la retraite qui tournent entre le gouvernement et l'entreprise, tous s'enrichissant sur le dos des contribuables. Tous poussant pour plus de guerre parce que la guerre est leur modèle économique. 5e dynastie, Halliburton. L'empire de la logistique de guerre. Halliburton a commencé comme une entreprise de services pétroliers, forage, cimentage, équipement. Mais dans les années 1960 et 1970, ils ont découvert un nouveau marché, la logistique militaire. Construire des bases, fournir de la nourriture, du carburant, des services de blanchisserie, tout ce dont une armée a besoin sauf les armes elles-mêmes. Pendant la guerre du Vietnam, une filiale de Halliburton appelée Brown & Root a obtenu des contrats massifs pour construire des bases, des routes, des ports au Vietnam. Des milliards de dollars. Et voici le détail intéressant. Le président Lyndon Johnson avait des liens étroits avec Brown & Root. Ils avaient financé ses campagnes pendant des années. Quand Johnson est devenu président et a escaladé la guerre du Vietnam, Brown & Root a obtenu certains des plus gros contrats. Coïncidence ? Probablement pas. C'était un schéma. Financer des politiciens. Les politiciens lancent des guerres ou les escaladent. Les contractants obtiennent des contrats. Tout le monde gagne sauf les soldats et les contribuables. En 1962, Halliburton a acheté Brown & Root. Ils ont étendu le modèle. Pendant la première guerre du Golfe en 1991, Halliburton a obtenu des contrats pour soutenir les troupes américaines. Après la guerre, ils ont obtenu des contrats pour reconstruire l'infrastructure koweïtienne détruite. Payés pour soutenir la guerre, puis payés pour réparer les dégâts. Brillant. Mais le vrai jackpot est venu après le 11 septembre. Dick Cheney avait été PDG de Halliburton de 1995 à 2000. Puis, il est devenu vice-président sous George W. Bush. En 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak. Et devinez quelle entreprise a obtenu certains des plus gros contrats de reconstruction et de logistique ? KBR, une filiale de Halliburton. Les contrats se chiffraient en dizaines de milliards. Construire des bases, fournir de la nourriture, transporter du carburant, faire la lessive, des douches pour les soldats. Tout. Et beaucoup de contrats étaient no bid. Pas d'appel d'offres compétitif. Justifié par l'urgence. Halliburton était considéré comme le seul entrepreneur capable de fournir à cette échelle. Puis les audits ont commencé. L'inspecteur général du Pentagone, le Government Accountability Office. Rapport après rapport documentant du gaspillage massif. De la surfacturation, des factures pour des repas jamais servis, pour du carburant jamais livré, pour des travaux jamais effectués.
Un rapport a trouvé que Halliburton avait surfacturé 200 millions de dollars juste pour l'essence en Irak. Un autre a trouvé 1,4 milliard de frais contestables ou non soutenus. Au total, des audits ont identifié des milliards en gaspillage, en fraude, en surfacturation. Qu'est-ce qui s'est passé? Presque rien, quelques amendes, quelques règlements, mais les contrats ont continué. Pourquoi? Parce que l'armée dépendait de Halliburton. Ils étaient intégrés dans les opérations. Les remplacer aurait été plus perturbant que simplement payer les surfacturations. C'est la capture réglementaire à la perfection. Vous devenez tellement indispensable que vous êtes au-delà de la pleine responsabilité. Vous pouvez surfacturer, gaspiller, frauder, et le pire qui arrive, c'est une amende qui représente une fraction de vos profits. Puis vous continuez comme avant. Halliburton a fait des dizaines de milliards de la guerre contre le terrorisme, et ils ont fait du lobbying agressivement pour étendre et prolonger ces guerres. Contribution aux candidats interventionnistes. Financement de think tanks qui poussaient pour un engagement militaire continu. Le modèle standard. Aujourd'hui, Halliburton et KBR continuent à obtenir des contrats militaires. La guerre contre le terrorisme est officiellement terminée, mais l'armée américaine a toujours besoin de logistique partout où elle opère. Afghanistan, Irak, Syrie, Afrique, partout. Et Halliburton est toujours là, collectant des milliards. La dynastie Halliburton, construite sur la logistique de guerre, sur les contrats no-bid, sur les connexions politiques, sur l'indispensabilité qui mène à l'impunité. Maintenant, faisons un pas en arrière et regardons le schéma complet. 5 dynasties, 5 industries différentes. Explosifs, pétrole, finance, armes, logistique, mais le même manuel exact. Positionnement avant le conflit. Contrat d'urgence sans compétition. Tarification cost plus. Escalade budgétaire, capture réglementaire, lobbying pour une guerre continue. Diversification des profits de guerre dans des industries civiles. Et voici ce qui est crucial. Ces dynasties n'ont pas juste réagi aux guerres, elles les ont façonnées. Dupont avait intérêt à ce que les guerres utilisent plus d'explosifs. Rockefeller avait intérêt à ce que les guerres durent plus longtemps et consomment plus de carburant. Morgan avait intérêt à ce que les guerres soient financées par la dette plutôt que par les impôts. Lockheed Martin a intérêt à ce que les guerres nécessitent des armes de haute technologie coûteuses. Halliburton a intérêt à ce que les guerres nécessitent une occupation prolongée avec des bases massives. Alors ils font du lobbying, ils financent des campagnes politiques, ils financent des think tanks qui publient des recherches montrant pourquoi l'Amérique a besoin de plus d'interventions militaires, pourquoi nous devons rester en Afghanistan, pourquoi nous devons bombarder la Syrie, pourquoi nous devons contenir la Chine, pourquoi nous avons besoin de plus de porte-avions, plus d'avions de chasse, plus de drones, plus de bases à l'étranger. Ces think tanks ont des noms qui sonnent neutres. Institut pour les études de défense, Centre pour la nouvelle sécurité américaine, Conseil atlantique. Ils semblent être des institutions de recherche indépendantes. Ils sont financés par des contractants de défense. Lockheed Martin donne des millions. Boeing donne des millions. Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, tous donnent. Et ces think tanks produisent dans des rapports. La Chine est une menace. La Russie est une menace. L'Iran est une menace. Nous avons besoin de plus de dépenses de défense. Les médias citent ces rapports, les politiciens citent ces rapports. Et le public ne sait jamais que les rapports sont écrits par des organisations financées par des entreprises qui profitent directement de plus de dépenses de défense. C'est de la fabrication de consentement. Le public est convaincu que la guerre est nécessaire, que les menaces sont réelles, que nous devons intervenir. Et pendant ce temps, les dynasties collectent des centaines de milliards en contrats. Regardons les chiffres. Depuis 2001, la guerre contre le terrorisme a coûté environ 8 trillions de dollars. 8 trillions. Où est allé cet argent? Vers les contractants. Lockheed Martin, Boeing, Raytheon pour les armes. Halliburton, KBR, DynCorp pour la logistique. Les entreprises pétrolières pour le carburant. Les banques pour financer la dette. Les entreprises de défense ont fait des centaines de milliards. Leurs actionnaires se sont enrichis. Leurs exécutifs ont reçu des bonus massifs. Et qu'est-ce que l'Amérique a obtenu? 2 décennies de guerre, des milliers de soldats morts, des dizaines de milliers blessés, rien de résolu en Afghanistan ou en Irak. Juste du chaos, de l'instabilité, et une facture de 8 trillions. 8 trillions de dollars. C'est un coût d'opportunité massif. C'est assez pour financer l'université gratuite pour chaque étudiant américain pendant 40 ans, ou l'assurance santé universelle, ou reconstruire toute l'infrastructure américaine, ou rembourser la moitié de la dette nationale. Mais à la place, il est allé aux dynasties de guerre, privatisées dans leurs poches, pendant que les coûts ont été socialisés sur les contribuables. Et voici la chose terrifiante. Ce schéma n'a pas pris fin. La guerre contre le terrorisme est officiellement terminée, mais le budget de défense continue de croître.
850 milliards de dollars en 2024, plus que les 10 pays suivants combinés. Pourquoi ? Parce que maintenant, la menace est la Chine. La Chine est le nouveau justificatif pour des dépenses massives. Les think tanks financés par la défense publient des rapports sur la menace chinoise. Les politiciens qui reçoivent des contributions des contractants de défense donnent des discours sur la menace chinoise. Les médias amplifient. Et le public commence à croire que nous avons besoin de plus d'armes, plus de navires, plus d'avions pour contenir la Chine. Et devinez qui profite ? Lockheed Martin obtient des contrats pour de nouveaux chasseurs, Boeing pour de nouveaux bombardiers, Northrop Grumman pour de nouveaux drones, les chantiers navals pour de nouveaux porte-avions et destroyers, des centaines de milliards en nouveaux programmes, tous justifiés par la menace chinoise. Peut-être que la menace chinoise est réelle, peut-être qu'elle est exagérée, mais une chose est certaine, les contractants de défense ont intérêt à ce qu'elle soit perçue comme la menace la plus grave possible, parce que plus la menace semble grande, plus le Congrès approuve d'argent. Et plus ils approuvent d'argent, plus les contractants gagnent. C'est le système. La guerre comme modèle économique, les profits privatisés, les risques et les coûts socialisés, la responsabilité perpétuellement différée. Alors que faites-vous avec cette information ? Vous ne pouvez pas démanteler le complexe militaro-industriel tout seul. Le président Eisenhower l'a averti en 1961, et ça n'a fait qu'empirer depuis. Mais vous pouvez comprendre le système. Vous pouvez reconnaître la propagande. Quand vous voyez un think tank pousser pour la guerre, vérifiez qui les finance. Quand vous voyez un politicien faire du va-t-en-guerre, vérifiez qui finance sa campagne. Quand vous voyez des médias amplifier les menaces, demandez-vous qui bénéficie. Vous pouvez voter contre les politiciens financés par les contractants de défense. Vous pouvez soutenir des candidats qui s'opposent aux guerres inutiles. Vous pouvez exiger des audits et de la responsabilité. Vous pouvez partager cette information pour que d'autres comprennent le schéma. Parce que voici la vérité finale. Les dynasties de guerre veulent que vous croyiez que la guerre est inévitable, que c'est du patriotisme, que c'est de la sécurité nationale, mais c'est un business, le business le plus rentable de l'histoire américaine, construit sur le sang des soldats et l'argent des contribuables. DuPont, Rockefeller, Morgan, Lockheed Martin, Halliburton. 5 dynasties. 1 siècle de guerre, des trillions de dollars extraits du public. Et le schéma continue parce que le système les protège, parce qu'ils sont considérés comme trop importants pour échouer, trop essentiels à la sécurité nationale, trop puissants pour être tenus responsables. Mais maintenant, vous connaissez le schéma, vous voyez le système, et vous comprenez que chaque guerre n'est pas juste une tragédie géopolitique. C'est aussi une opportunité commerciale pour les dynasties qui ont construit leurs empires sur le modèle le plus fiable de l'histoire américaine. La guerre. Encore et encore et encore.